Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées, mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore ICO. Petite news, pour les passionnés de podcasts qui voudraient créer le leur, je vous annonce avec plaisir le lancement d'une formation et d'un coaching dont vous pouvez retrouver les liens dans les notes accompagnant l'épisode. N'hésitez pas également à vous abonner à ma newsletter dans laquelle vous retrouverez des informations exclusives autour du podcast et du développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Noël. On ne peut pas donner de l'énergie sur ce qui s'est passé en amont et on ne va pas donner de l'énergie sur ce qui va se passer après. On donne de l'énergie sur l'instant présent. Philippe Noël, vous êtes consultant et conférencier dans le domaine de l'ultra-résilience et du dépassement de soi. Sportif de haut niveau et ancien officier de l'armée de terre, spécialisé dans l'analyse de l'image et dans les stratégies d'influence, vous avez été grièvement blessé à la colonne vertébrale en 1987 et condamné à vivre en chaise roulante. 7 ans plus tard, vous avez établi le premier record du monde sur un double DK Ironman, soit 20 fois les distances du triathlon d'Hawaï. Vous êtes également musicien classique et électronique et auteur d'un livre de philosophie sur le temps et l'éternité. Actuellement, vous coécrivez avec votre femme Angéline un ouvrage sur la résilience et sur la méthode BOOP que vous avez expérimenté pendant près de 30 ans. Bonjour Philippe, je suis ravie de vous recevoir sur le podcast l'Aléa, donc à distance sur Zoom. On va commencer par une question très simple, mais est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc qui vous êtes, votre parcours et vos activités aujourd'hui. D'accord, bonjour Laura, je vous remercie de m'accueillir. Donc je m'appelle Philippe Noël, j'ai 55 ans, je suis marié et je suis père de 2 enfants. J'ai suivi des études en sciences humaines, Hippocagne-Cagne, en histoire et en communication. Ensuite, j'ai préparé le concours de Saint-Cyr et je me suis engagé comme officier sous contrat dans un régiment des troupes de marine. Et ensuite, pendant près de 16 ans, j'ai travaillé à l'ECPA, l'établissement cinématographique et photographique des armées, qui est devenu le CPAD en 2001. J'ai quitté l'armée en 2007 et j'ai travaillé dans la communication d'influence. Mais surtout, j'ai travaillé comme consultant et conférencier spécialisé dans la résilience, le dépassement de soi, la motivation et la performance. Et je suis également réserviste opérationnel depuis 2009. Oui. Ok, très bien. On va justement en parler. J'ai quelques questions pour vous à ce sujet. Vous justement, donc vous êtes allé sur le concept de résilience avec ce qui vous est arrivé donc justement dans votre vie. Donc vous avez une histoire assez extraordinaire. Donc pour la résumer en quelques mots, donc vous avez été victime d'un accident, donc et vous avez réussi à vaincre votre paraplégie
vous avez appris à remarcher grâce à une méthode dont on va parler également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà dans quel contexte s'est produit cet accident, ce qui s'est passé en fait et qui vous a amené donc justement à toutes ces notions? J'ai eu un accident en 1987. J'étais militaire à l'époque et donc j'ai eu un premier accident qui était pas très grave à la colonne vertébrale courant octobre 87 et j'ai eu un second accident beaucoup plus grave quelques semaines plus tard. Donc j'ai eu une fracture du bas de la colonne vertébrale, c'est ce qu'on appelle un spondylolisthésis traumatique. C'est le syndrome de la queue de cheval et j'ai eu une compression radiculaire des racines sensitives, nerveuses et motrices des membres inférieurs. Ma moelle épinière n'a pas été touchée, c'est la bonne nouvelle. Ma moelle épinière n'a pas été touchée, mais néanmoins j'ai perdu l'usage de mes jambes. L'accident a été extrêmement violent. L'accident aussi violent ne peut être que violent et traumatisant. Ce que je me permets de préciser, c'est que quelques minutes après l'accident, je me suis mis très très rapidement dans une posture que je qualifierais d'active, de clairement consciente. Je me suis dit que j'étais dans une situation très difficile et j'ai décidé à ce moment-là je me suis promis de ne pas lâcher prise et de prendre possession de la vie qui me restait. À l'instant où justement je sentais que la vie commençait un peu à m'échapper. J'avais un besoin viscéral de comprendre ce qu'il m'arrivait. Comprendre comment j'avais pu en arriver là et comprendre comment j'allais mettre en place le plus rapidement possible une sorte de stratégie de sortie de crise. Et je me posais plusieurs questions. C'était comment vas-tu sortir de cette impasse alors que tu ne te connais pas, que tu ne connais pas ton corps, que tu ne te connais pas ton fonctionnement intérieur, que tu ne connais pas ta construction intérieure. C'était des questions qui étaient très pesantes. Hein. Et en fin de compte, pour reprendre une image, c'est comme monter une grande armoire sans avoir le schéma de montage. Déjà, avec le schéma, c'est extrêmement compliqué. Alors, sans le schéma, c'est une belle prise de tête. Hein, et le résultat, souvent, n'est pas bon. Donc, en règle générale, le meuble finit à la poubelle. Donc je me suis posé ces questions et je me suis dit comment je vais pouvoir m'en tirer. D'autant plus que les médecins en face de moi avaient une approche très, très objective. À ce moment-là, vous pensiez que vous ne remarchiez plus jamais? Alors à ce moment-là, je vais être clair avec vous, je ne pensais pas grand-chose en réalité sur mon état. Le seul ancrage que j'avais, c'était ces médecins qui était très pragmatique, hein, très objectif vis-à-vis de mon état de santé. Il confirmait la perte de motricité et de sensibilité des membres inférieurs. Et pour eux, il fallait régler le problème de la compression radiculaire et poser une arthrodèse, en fin de compte, poser un système qui serait placé sur le premier tiers bas de la colonne vertébrale. Et parallèlement, ils réfléchissaient déjà au protocole qu'ils allaient mettre en place, c'est-à-dire la morphine, les antidouleurs, les antidépresseurs. Voilà. Ça a été un choc immédiat. Vous aviez quel âge à ce moment-là, au moment de l'accident ? J'avais 22 ans. Donc ça a été extrêmement violent parce que ils n'ont pas pris de gants. Hein, ils n'ont pas pris de gants pour m'expliquer la situation. Comme le monde de la médecine l'est. Ils prennent rarement des gants. Voilà. Ça a eu un impact immédiat sur ce que j'appelle mon processus d'élaboration mentale, sur mon organisation psychique. Ma compréhension cognitive de la situation dans laquelle j'étais, elle s'est trouvée très rapidement freinée, voire bloquée. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait absolument réagir. Parce que la solution que me proposaient les médecins, c'était une solution qui était rapide, hein, puisque c'était de la médication et une opération. Et comme vous le savez, le cerveau, il fait toujours le choix de la simplicité. Et ce que proposaient les médecins, ça correspondait à une solution immédiate, une solution de confort. Et à un moment, j'ai pensé les suivre et j'ai réfléchi. Et je me suis dit que non, donc j'ai signé une attestation de sortie contre avis médical. Les chirurgiens continuaient à s'opposer à ma sortie. Les tractations ont duré, si je me souviens bien, 24 ou 48 heures. Et j'ai pu sortir. C'était la décision qu'il fallait prendre à ce moment-là. Donc j'avais deux options, c'était soit rester hospitalisé, soit me débrouiller seul, et j'ai choisi l'option de me débrouiller seul. Mais pour ça, il fallait que je
que je trouve les clés de mon fonctionnement et que je m'engage dans une véritable quête introspective. D'accord. Et donc justement, c'est exactement ma question. Donc vous avez complètement dû réapprendre à remarcher. Comment vous avez trouvé la force et l'énergie en vous? Comment vous avez procédé? Est-ce qu'il y a des rencontres, des auteurs, des techniques que vous avez utilisées? En plus, à une époque, j'imagine, où il n'y avait pas... Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup de visualisation, de toutes ces techniques de méditation. On n'en parlait pas trop à l'époque. Donc oui, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous en fait. Comment vous avez fait pour réapprendre à remarcher? Il y a un point que je souhaiterais évoquer avant de répondre à votre question, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où tout est chamboulé, tout est bouleversé. En réalité, je me retrouvais face à ce qu'on appelle un deuil narcissique. Pourquoi ? Parce que après mon accident, j'ai été confronté à la perte de l'être que j'aimais, d'un être valide que je façonnais depuis des années, au niveau sportif et puis au niveau personnel aussi, au niveau professionnel. J'avais conscience qu'il fallait que je travaille sur la restauration de mon image, de mon moi, et je savais que cette restauration devait impérativement passer par le mental, pour me détacher d'un passé que j'avais perdu en quelque sorte, et de me projeter vers un avenir que je voulais teinter de bien-être. À la question, est-ce que vous étiez en mesure de pouvoir vous dire à l'époque que vous alliez remarcher, la réponse est non. Moi, je voulais simplement être bien, je voulais être heureux et atteindre un état de bien-être qui me permettrait de vivre en harmonie avec moi-même. Ouais, voilà, peu importe les conditions finalement, enfin vraiment bien avec vous-même. Peu importe les conditions, c'était valide ou pas valide, il fallait que je sois heureux. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite digression ? Bien sûr, allez-y, avec plaisir. Parce que mon approche de ma reconstruction, elle est liée évidemment à l'accident que j'ai eu en 87, mais elle est liée aussi à un premier traumatisme que j'ai eu à l'âge de 9 ans. Donc, pour pouvoir bien répondre à votre question sur la méthode que j'ai mis en place pour me remettre debout, il faut que je fasse un petit retour en arrière, si vous m'autorisez à le faire, parce que c'est un retour qui est extrêmement important dans la compréhension globale. Oui, mais c'est hyper intéressant parce que justement, j'avais une question aussi à ce sujet. C'est une question que j'aime bien poser et je voulais vous demander si la résilience dont vous avez fait preuve, elle se développait en fait dès l'enfance et si les traumatismes ou pas que nous subissons dans l'enfance peuvent jouer après sur notre capacité à réagir et à rebondir. Donc je vous écoute avec plaisir. Alors la réponse à votre question est oui. Donc je vais pas me contenter de vous dire oui. Je vais rentrer dans le détail. Donc, comme le dit Boris Cyrulnik, il y a dans la résilience, il y a toujours un événement traumatique fondateur. Et pour moi, cet événement traumatique fondateur, ça a été un événement tragique qui s'est déroulé lorsque j'avais 9 ans et qui concerne mon père. Donc je vais rapidement vous mettre tout cela en perspective. Donc à 19 ans, mon père s'est engagé dans la Légion étrangère, il a été envoyé au Vietnam, il était mineur à l'époque et il a été fait prisonnier. Donc pendant son emprisonnement, il a dû faire face à des épreuves extrêmement difficiles pour rester en vie, la douleur, le stress, les privations, les châtiments. Et il a fallu qu'il puise au plus profond de lui les ressources pour s'en sortir. Et d'ailleurs, quand j'étais petit, il nous répétait à ma sœur et à moi qu'il ne fallait jamais subir. Jamais. Et en fin de compte, j'ai l'impression que mon premier coach en résilience, c'était mon père. Donc il a rencontré ma mère en Algérie, il a quitté l'armée et il a commencé une carrière dans l'industrie pétrolière en Algérie d'abord et puis en France ensuite. Et lorsque j'étais âgé de 9 ans, mon père est tombé gravement malade. Il souffrait d'une leucémie myéloblastique causée par le benzène. Mais à l'époque, je dirais qu'il était de coutume de cacher la vérité aux enfants pour les protéger. Si je replace ça dans le contexte, dans les années 60-70, la maladie et la mort étaient des sujets qui étaient tabous. Donc je savais que mon père était malade, mais je ne comprenais pas vraiment que sa situation médicale était aussi préoccupante.
Et comme j'avais autour de moi des adultes très attentionnés, ils voulaient tous me préserver de la souffrance et de la douleur. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est que, et bon, j'y ai réfléchi aussi par la suite, hein, évidemment, hein. C'est comme si les adultes qui étaient autour de moi se mettaient à penser comme des enfants. C'est ce qu'on appelle en psychologie la pensée magique. En fin de compte, tout ce que l'on ne décrit pas, tout ce que l'on ne nomme pas, n'existe pas. Si on ne parle pas de souffrance, si on ne parle pas de douleur, si on ne parle pas de mort, la souffrance, la douleur et la mort n'existent pas. C'était un cocon dans lequel j'étais, comment dirais-je, j'étais protégé par des adultes qui étaient extrêmement soucieux de mon bien-être. Chaque semaine, on allait avec ma mère, on allait à l'hôpital Saint-Antoine pour voir mon père. Et c'est là que j'ai été confronté à des miracles, ce que j'appelle des miracles. On va y revenir. Donc, parce qu'à chacune de nos visites, le copain de chambre de mon père avait changé ou son lit était vide et les draps étaient propres. Donc un jour, j'ai posé la question à l'infirmière qui m'a répondu très gentiment que le copain de chambre de mon père, celui qui me faisait rire à chaque fois que je venais, qui était guéri et qui était sorti de l'hôpital. Et elle me disait que c'était le miracle de la médecine. Donc pourquoi pas, hein, à 9 ans, on accepte ces paroles qui sont très réconfortantes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que chaque semaine, j'allais au catéchisme et que le prêtre me répétait que si j'étais bien impliqué dans mes prières, le miracle de Dieu allait arriver et guérir mon père. Donc, avec ma mère, ce qu'on faisait, c'est qu'on priait tous les soirs et on se disait qu'à force de prier, on allait sauver mon père. Et là, ça a été le miracle, puisque mon père est revenu à la maison. Il semblait en pleine forme. Ma mère ne nous avait rien dit, ne nous avait pas dit qu'il devait revenir à la maison. Et moi, à cette époque, donc à 9 ans, j'avais aucun doute et je me disais que c'était grâce à mes prières que mon père était rentré guéri à la maison et j'étais super fier de moi. 3 jours plus tard, c'était en février 74, mon père est mort dans l'ambulance qui l'amenait sur l'autoroute entre Fontainebleau et Paris. En fin de compte, il était revenu à la maison pour vivre ses derniers jours entouré par sa famille. Donc, bon, depuis ce jour, le miracle, c'est véritablement un mot qui a totalement disparu de mon vocabulaire. C'est là où cet événement est important parce que cet événement a été fondateur dans ma résilience et dans toutes les résiliences que j'ai pu connaître par la suite. Parce que j'ai été confronté à la mort à un âge où, à 9 ans, où on commence à comprendre que, en fin de compte, on va mourir un jour. Normalement, à 9 ans, un enfant comprend que la mort est irréversible et qu'elle a absolument rien à voir avec les contes de fées ou les films qu'on peut voir à la télévision. À cet âge où l'enfant construit normalement la notion de mort, moi je construisais, bien malgré moi, je dois le dire, le mythe d'une vie éternelle. Et pendant toute la durée de l'hospitalisation de mon père, je pense que j'ai régressé. C'est-à-dire que je me suis réfugié dans ce que les psychologues, ce que je disais tout à l'heure, les psychologues appellent la pensée magique, la pensée dans laquelle la mort elle est complètement réversible. Et donc après la mort de mon père, quand mon père est mort, la notion de mort elle m'est revenue en pleine face, hein, comme un boomerang, et elle est venue me rappeler la réalité de la vie. Et j'ai compris immédiatement que pour vivre, il fallait résister et ne rien lâcher. Donc j'ai construit toute ma vie sur cette obligation de résistance, sur ce que j'appelle ce devoir de résistance qui est devenu depuis une nécessité de résistance, hein. Et depuis 46 ans maintenant, je vis ma résistance avec un engagement profondément chevillé au corps. Et je cultive mon mental depuis 46 ans, à chaque seconde qui passe, à chaque instant. Et d'ailleurs, la résilience, la résistance, vous la définiriez comment surtout qu'en ce moment, donc vous êtes malheureusement dans des situations extrêmes, mais aujourd'hui, nous, c'est un terme qui est très actuel dans nos sociétés de crise avec ce Covid. Vous, comment vous définiriez la résilience dans vos mots et si vous avez des conseils à donner pour être plus résilient quand on passe pas, quand on a une vie entre guillemets plus normale et quand on passe pas par ces épreuves terribles de vie. C'est une question vraiment ambitieuse. Alors,
Bon, actuellement, on parle beaucoup de résilience, hein, principalement à cause de la pandémie, la résilience des hommes, la résilience des entreprises, la résilience de l'État, voilà. Donc c'est un mot qui sature un peu le périmètre en ce moment. Être résilient, c'est quoi? Être résilient, et là, je vais paraphraser Boris Cyrulnik. Hein. Boris Cyrulnik, qui dit qu'être résilient, c'est trouver les capacités pour faire face à un traumatisme. Donc j'insiste sur le fait que ce doit être un traumatisme. Effectivement, hein, c'est pas le vol de sa voiture n'est pas un traumatisme, d'accord? La perte violente d'un emploi, la perte d'un être cher, une maladie, là, on est dans le traumatisme. Donc, être résilient, c'est trouver les capacités pour faire face à un traumatisme, se développer, se reconstruire et ressauter, rebondir en quelque sorte. Alors, l'idée, c'est pas de rebondir au même endroit, c'est de rebondir un peu à côté ou un peu plus haut. Et évidemment, continuer à avancer. Ça c'est la définition que je donnerais de la résilience. Et moi, j'ai travaillé sur la notion d'ultra-résilience. Alors, j'ai pas ajouté ultra parce que ça faisait chic. L'ultra-résilience, c'est quelque chose qui existe vraiment parce que je l'ai expérimenté. Et l'ultra-résilience, je reprendrai le début de la définition de Cyrulnik. Hein. Un être ultra-résilient, c'est quelqu'un qui trouve les capacités pour faire face à un traumatisme, pour se développer, se reconstruire. Et la différence, elle est là entre la résilience et l'ultra-résilience, parce que l'ultra-résilient, lui, va se reconstruire tout en engageant une mutation en profondeur, pérenne et reproductible, qui vous amène bien au-delà de votre précédente version, de celle qui a été traumatisée. L'objectif majeur, c'est d'être prêt à encaisser le prochain traumatisme, qu'il soit anticipé ou pas, et à entrer immédiatement en résilience. Et ce point est extrêmement important parce que moi j'ai travaillé pendant près de 26 ans sur les processus de résistance et d'endurance physique et psychologique, et j'ai modélisé et j'ai expérimenté cette méthode. Donc j'ai poussé mes limites physiques et psychologiques dans leur dernier retranchement, je dirais, aussi bien dans mes activités sportives que professionnelles, dans le cadre des nombreuses missions que j'ai fait en zone de guerre. Aujourd'hui, je me considère comme une sorte d'architecte système des processus et des stratégies d'ultra-résilience. Pour répondre à votre question, quels conseils j'aurais à donner? En fin de compte, je vais répondre un peu à côté aussi, parce que à chaque... Après, ça peut être des méthodes que vous justement, parce qu'on parlait de justement ce procédé pour apprendre à remarcher, ça peut être aussi des méthodes que vous êtes appliquées à vous-même, par quoi vous êtes passé aussi, qui peuvent servir finalement d'une manière universelle. Ce serait intéressant qu'on en parle, de tout ce que vous avez utilisé comme ressources pour apprendre à remarcher et à vous dépasser. Alors, il n'y a pas vraiment d'universalité, hein. Donc c'est toute la complexité de la résilience. Si je replace les choses dans le contexte, on est fin des années 80 et à la fin des années 80, vous n'avez aucun livre sur la résilience, évidemment. Vous n'avez aucun livre sur l'accompagnement, sur le stress, la douleur, sur le dépassement de soi, sur la motivation, voilà. Vous n'avez pas grand-chose de disponible, donc il faut un peu vous débrouiller tout seul. Comme j'avais un passé de sportif et que j'avais beaucoup travaillé sur mes capacités mentales, j'ai pu immédiatement me mettre dans une posture active pour me reconstruire. Ma première mission était de lutter contre le stress, parce que je me suis retrouvé après cet accident extrêmement stressé et avec énormément de douleurs à gérer. Il y a eu le stress de l'accident en lui-même, effectivement. Bon, là j'ai pas pu faire grand-chose parce que j'ai subi l'accident et j'ai subi la vague de stress qui a suivi l'accident dans les secondes, dans les minutes qui ont suivi. En revanche, là où j'ai commencé à travailler sur le mental, c'était sur ce que j'appelle moi la phase 2. C'était lorsque la phase traumatique est passée, lorsque la première phase de stress est passée, il y a une seconde phase de stress qui est une phase intermédiaire, je dirais. C'est là où le stress s'installe dans l'organisme. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a la libération de cortisol avec la libération de glucose qui nous apporte de l'énergie pour faire face à la situation. Mais durant cette phase, en fin de compte, les chercheurs ont
ont constaté qu'il y avait une sorte de modification du réseau neuronal et une adaptation au stress. Donc, dans cette phase 2, cette phase intermédiaire, l'organisme s'adapte au stress et c'est là que le stress peut devenir chronique et c'est là que le stress peut devenir post-traumatique dans la troisième phase, c'est-à-dire la phase où, si le stress n'a pas été géré dans cette phase intermédiaire, soit avec un accompagnement personnel, soit seul, on risque de ressombrer dans le stress, dans un stress chronique, dans un stress post-traumatique sur le long terme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé, parce que le stress me pesait, donc j'ai travaillé sur le stress immédiatement et j'ai utilisé, pour travailler sur ce stress, plusieurs méthodes. J'ai utilisé le training autogène de Schulz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette méthode. C'est une méthode d'auto-hypnose. Schulz, il disait que c'était de l'autodécontraction et c'était une plongée à l'intérieur de soi-même. Il appelait ça, lui, une méthode de relaxation par autodécontraction concentrative, si je me souviens bien. Voilà. Et lui avait travaillé dessus à partir des recherches qu'il avait effectuées sur le sommeil et sur l'hypnose. C'est une méthode qui vous fait travailler sur la pesanteur du corps, sur la chaleur du corps, sur le cœur et sur la respiration. On peut pratiquer seul cette auto-hypnose ? Alors, je peux bien vous parler du training autogène de Schulz. L'auto-hypnose, je peux aussi vous en parler. Oui, on peut travailler seul, mais il faut au début quand même être accompagné. C'est-à-dire que la lecture de 1 ou 2 ouvrages sur l'auto-hypnose ou sur le training autogène de Schulz ne vous permettra pas de vous auto-soigner. Il faut impérativement un accompagnant, ou une accompagnante évidemment, sur ces méthodes qui sont extrêmement précises et extrêmement sensibles. On ne doit pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que l'environnement doit être maîtrisé et ce doit être un thérapeute qui doit vous accompagner. Ce training autogène de Schulz m'a permis de gérer avec beaucoup de puissance, dans un premier temps, le stress, et dans un deuxième temps, la douleur, les douleurs. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent on parle de méditation pour lutter contre la douleur, pour lutter contre le stress. Je ne vais pas dire le contraire, mais dans le cas d'une grosse douleur, il faut d'abord atténuer la douleur avant de méditer. C'est impératif. On ne peut pas méditer dans de bonnes conditions si on est ravagé par la douleur. Il faut impérativement travailler sur le stress, faire baisser le seuil de douleur pour pouvoir engager un process de méditation de pleine conscience, par exemple. Ouais, pardon, je me permets de vous couper parce que justement j'avais envie qu'on en parle. En préparant cette interview, vous me parliez d'un jeu d'échecs sur lequel vous vous concentriez pour diminuer cette douleur. J'ai utilisé plusieurs méthodes. Je me suis rendu compte que en me focalisant sur un problème d'échec, je constatais que j'arrivais à faire baisser le niveau de ma douleur. J'avais à l'époque, je l'ai toujours d'ailleurs, un livre sur des problèmes d'échec. Et je plaçais mes pièces sur l'échiquier et je me concentrais sur la résolution de ce problème. Et en me concentrant, en me focalisant, mais vraiment se focaliser sur cet échiquier, j'ai constaté que mes douleurs avaient tendance à diminuer. C'était de l'ordre de la sensation, mais la sensation se confirmait à chacune de mes séances. Donc ce que je faisais, les joueurs d'échecs, vous savez, qui notent leurs coups sur un petit carnet ou sur une feuille de papier, de mon côté, moi je notais pas les mouvements des pièces, mais je notais ma sensation de douleur sur une échelle de 1 à 10. Et sans médicaments, sans aucun médicament, je percevais des douleurs entre 7 et 8. Et avec les échecs, je descendais à une perception qui était aux environs de 3 ou 4, ou de 2 ou 3. Ces résultats, je les ai eus après des heures et des heures passées devant un échiquier. Oui. La concentration, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait baisser mon niveau de perception de la douleur. J'ai pu passer, en fin de compte, au stade suivant. J'ai bien géré mon stress. J'ai réussi à atténuer le seuil de douleur. Et j'ai pu commencer à faire de la méditation. Je faisais ce qu'on appelle de la méditation par attention focalisée.
Donc c'est pas de la concentration, mais c'était le pont que j'avais fait moi entre la méthode, le training autogène de Schultz, le travail sur la douleur que je faisais avec mon échiquier et le passage sur la méditation de pleine conscience. C'est anecdotique ce que je vais vous dire, mais pour vous montrer comment j'abordais le problème, je travaillais toujours avec ce jeu d'échecs. Alors habituellement, la méditation par attention focalisée, vous pouvez focaliser cette attention sur un objet, sur une flamme, sur un arbre, si vous voyez un arbre dehors, sur une feuille, voilà. Pour moi, j'ai toujours cherché la complexité et l'expérimentation dans ce que dans ce que je voulais mettre en œuvre. Et donc, je me concentrais non pas sur un objet, mais sur je m'obligeais à travailler sur un plateau d'échecs sur lesquels les pièces étaient positionnées. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a eu une partie d'échecs entre Karpov et Kasparov au championnat du monde en 85. Et dans ce championnat du monde, la 16e partie, c'est une partie qui a été extrêmement intéressante. Donc, par exemple, je plaçais mes pièces telles qu'elles étaient après le 27e coup de la 16e partie. Donc, les pièces étaient disposées sur l'échiquier et toujours dans cet esprit de repousser les limites de ma zone de confort. J'ai toujours préféré focaliser mon attention sur un objet complexe, l'échiquier avec ses pièces, plutôt que sur un objet simple. Parce que ça m'obligeait à ne plus considérer l'échiquier comme un positionnement de pièces à un instant T, mais comme un tout qui n'avait ni mouvement précédent, ni mouvement possible. Cet exercice nécessitait la mise en œuvre d'une très forte énergie, parce que je devais, contrairement à mon habitude, je devais me focaliser sur le tout et ne pas réfléchir sur la suite de la partie. Et grâce à cet exercice, je parvenais à stabiliser et à réguler mon attention, à apaiser mon esprit et à me libérer de tout ce qui pouvait me distraire ou tout ce qui pouvait polluer ma concentration et mes perceptions. Et comment vous arriviez à cet état de concentration comme ça extrême ? Comment on arrive en fait à se concentrer comme ça ? Parce que vous faites le vide. À un moment, vous êtes tellement focalisé, vous êtes tellement dirigé sur ce sur quoi vous travaillez que tout le reste disparaît. Je ne veux pas dire que c'est magique, hein, loin de là, mais il faut en faire l'expérience. Moi, je l'accompagne des personnes justement sur ces techniques et elles découvrent, mais avec un bonheur exceptionnel, ce qu'elles sont en mesure de pouvoir faire simplement par la concentration. Ouais, je veux bien vous croire. Et j'ai une question du coup qui me vient, mais c'est plus général. Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui en fait de l'effet de l'esprit sur le corps ? Je ne sais pas si vous avez analysé un petit peu ces notions. Tout est lié. J'ai pu me remettre debout parce que je pense qu'il y a eu des modifications au niveau des autoroutes neuronales. Le corps a pu se remettre en mouvement parce que le cerveau a fait le job de son côté. Et parce que j'ai sollicité le cerveau pour qu'il fasse le job. C'est intrinsèquement lié. C'est-à-dire qu'on ne peut plus... Auparavant, on dissociait le corps de l'esprit. Le cerveau du corps, maintenant, c'est absolument indissociable. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est lorsqu'on fait de la visualisation mentale. J'ai expérimenté la visualisation mentale et la visualisation motrice. En fin de compte, on associe souvent la visualisation mentale à l'auto-hypnose. L'auto-hypnose dans la recherche de la performance ou du bien-être, par exemple. La visualisation mentale, c'est une technique qui met en œuvre l'évocation d'images fixes ou animées, ou même de scènes qui sont propres à l'individu qui les utilise. C'est-à-dire que moi, je puisais dans mon propre corpus d'images issues de mon passé, de mon présent ou de ce que serait mon futur. Donc, avec cette technique, on sollicite sa propre imagination, son intuition, en s'imposant des images intérieurement. En fait, je suis aux commandes et je décide de la nature des images que je souhaite visualiser. Par exemple, je travaillais sur l'image de ma charnière lombo-sacrée, sur le bas de mon dos, que j'arrivais à visualiser aussi bien de façon statique que de façon mobile. Et je me permets d'insister sur le fait que ces images, dans la visualisation mentale, doivent impérativement être positives et associées à des émotions agréables pour celui qui les produit. L'objectif est vraiment d'impacter positivement son inconscient. Oui. Et lorsqu'elle est bien maîtrisée, la visualisation mentale, elle va solliciter des capacités qui sont liées à la concentration, la focalisation, la mémorisation, mais aussi des capacités qui sont liées au raisonnement, à la résolution de problèmes ou même à la prise de décision.
Et pour répondre à la question indirectement que vous avez posée précédemment, il a été démontré en fin de compte que le cerveau ne fait pas la différence entre une action motrice réelle et l'image mentale de cette action. Le processus, il est le même dans le cerveau. Par exemple, lorsque j'imaginais un mouvement de mes jambes, j'activais le système nerveux comme si j'effectuais le geste. Donc le travail sur le mental, il façonne le cerveau en mettant en œuvre des phénomènes de plasticité neuronale. Et ce travail, il permet de progresser, d'avancer. Et en fin de compte, le mental, qu'est-ce qu'il fait ? Il compense en partie le travail physique. Et vous êtes à la recherche de ce qu'on appelle de sensations kinesthésiques, de sensations de mouvement d'une partie du corps. Le prix à payer, c'est ce qu'on appelle le drill, c'est la répétition. Parce que pour obtenir des résultats, il faut être extrêmement régulier. Oui, justement. Et c'était une question, j'imagine que ça devait être extrêmement dur moralement et physiquement de toujours répéter et de garder sa motivation dans le temps. Et vous, comment vous avez réussi, en fait, finalement, parce que j'imagine que vous êtes passé par des moments qui étaient plus durs que d'autres, par des moments down. Comment vous avez réussi à toujours continuer à répéter les mêmes gestes, à vous motiver pour atteindre vos objectifs, donc qui étaient la marche dans un premier temps, et puis j'ai envie aussi d'en parler avec vous parce que c'est assez extraordinaire, et après vous remettre dans des sports extrêmes, puisque si je me trompe pas, vous avez traversé la Manche, vous avez fait des triathlons et vous avez même battu un record du monde. La régularité, elle paye. Lorsque je travaillais sur la motricité de mes jambes, je faisais au minimum une séance par jour, et en réalité je faisais 3 séances quotidiennes. Chaque séance a duré à peu près entre 30 minutes et 1 heure. Et j'ai constaté les premiers résultats 2 mois plus tard. Parallèlement, ce que je faisais, alors que j'étais déjà debout, mais je n'arrivais pas à courir, je prends souvent l'exemple du marathon des Jeux Olympiques de Séoul en 88. C'était Bordin, c'est un Italien qui a gagné ce marathon en 2h10, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais enregistré sur mon magnétoscope à l'époque le marathon, et je le regardais en boucle. C'est-à-dire que je me mettais mentalement à la place des coureurs du marathon. Et j'arrivais à libérer de la dopamine. C'est-à-dire que j'arrivais à me mettre dans un état qui permettait à mon cerveau de libérer de la dopamine. Effectivement, ça fait un peu magique quand on dit ça comme ça. C'est des jours, des semaines, des mois de travail. Je vais être vraiment clair là-dessus. C'est pas quelque chose. C'est pas parce que j'ai regardé Bordin gagner le marathon des JO que je me suis dit voilà, je vais libérer de la dopamine. Non. J'ai constaté le bien-être que me procurait ce visionnage répétitif. J'ai dû le visionner une centaine de fois, ce marathon de Séoul. Je le connais absolument par cœur. Je suis le spécialiste mondial du marathon de Séoul en 88. Et ce que je faisais, c'est que j'associais ce travail de visualisation motrice, je l'associais à un travail rythmique. Effectivement, là, on pourrait en plus rentrer dans le détail, mais voilà, parce qu'en fin de compte, la musique a aussi fait partie de ma vie, et le rythme, le tempo, par exemple, d'un coureur de marathon, c'est un tempo qui est à peu près à 170-180 pas par minute. À peu près. 170-180, c'est du Paganini. C'est du Paganini, on est à peu près dans ces eaux-là, ou c'est du Vivaldi pour le classique. Et, comment dirais-je, les musiques plus actuelles, on est plutôt sur de la techno, sur du hardcore gabber, ou du Frenchcore, ou de la Machina, où on a des BPM qui sont entre 150 et 190 pulsations par minute. Pourquoi je dis ça ? Parce que la musique est rentrée dans ma vie aussi à ce moment-là, et j'ai énormément travaillé sur le rythme. D'ailleurs, c'est pas un hasard si lorsque j'étais debout, j'ai commencé à jouer de la musique, j'ai joué du violon, et depuis quelques années, je fais de la musique électro, et je travaille principalement sur des tempos qui sont à 180. Donc, en fin de compte, je boucle, je fais la boucle avec tout ce qui s'est passé auparavant, puisque j'ai travaillé pendant des mois sur un tempo de 180, et ce tempo de 180, il est
complètement, je dirais, absorbé par mon corps. Et maintenant, lorsque je crée des musiques, parce que je crée des musiques justement pour libérer de la dopamine, je travaille sur des tempos de 180. En fin de compte, tout est lié, tout est cohérent. Et il y a aussi un point qui est extrêmement important, si j'ai un peu de temps pour en parler. Dans la visualisation mentale, dans la méditation de pleine conscience, souvent on parle de l'importance de travailler sur l'instant présent. Et l'instant présent, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est le noyau de tout ce que j'ai mis en œuvre et utilisé pendant une trentaine d'années. Je vais faire simplement un aparté sur ce point-là parce qu'il est intéressant, il pourra, je pense, intéresser vos auditeurs parce qu'on entend l'importance de se concentrer sur le moment présent, sur l'instant. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour moi et pourquoi ça a été salvateur pour moi. Si je reviens en arrière, à la mort de mon père, j'ai fait une petite fixation sur la mort. Et mon ambition, c'était d'écrire un livre sur la mort. Voilà. Donc j'avais cette ambition chevillée au corps. Donc j'ai lu des dizaines de bouquins consacrés à la mort, du Spinoza, Saint-Augustin, Nietzsche, Kierkegaard, Vauvel, Ariès, Laplanche, tous. J'ai écrit des nouvelles, des poésies sur la mort. Il a fallu que j'attende des dizaines d'années avant d'écrire un bouquin, non pas sur la mort, mais sur l'éternité, sur l'exigence d'éternité. Pourquoi l'éternité ? Parce que déjà c'était un pied de nez à la mort, et en fin de compte, en traitant l'éternité, je mettais un point final à ce traumatisme original et fondateur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai croisé les regards dans cet essai philosophique que j'ai écrit il y a quelque temps. Je croisais les regards de Kierkegaard et puis qui est un existentialiste chrétien, et de Nietzsche qui est un nihiliste. Et pour essayer de comprendre quelle approche ils avaient tous les deux de cette exigence d'éternité. Et lorsque j'ai travaillé sur cette exigence d'éternité, je suis tombé sur une citation de Louis-Auguste Blanqui. Alors si je me souviens bien, Louis-Auguste Blanqui, c'est au 19e. Et je pense que si mes souvenirs sont bons, c'était un révolutionnaire socialiste qui avait écrit « Tout être humain est éternel dans chacune des secondes de son existence ». Pourquoi j'ai étudié Nietzsche et Kierkegaard ? Parce qu'en fin de compte, eux deux ont une connaissance approfondie de ce que j'appelle moi l'atome de vie qui est l'instant. L'instant, c'est le pont entre le temps et puis l'éternel. En fin de compte, Kierkegaard disait que l'instant n'est pas le présent. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement le présent dans la mesure où celui-ci nécessite un passé et un avenir, mais qu'il est le présent une fois que l'instant a englouti et digéré le passé et l'avenir. Et en fait, pour que l'instant contienne en lui tout le passé et tout l'avenir, il faut que le passé et l'avenir aient perdu en fin de compte leur valeur. Il faut que l'instant les contienne comme des présents. Et à ce moment-là, le temps est aboli avec ses distinctions de passé et de futur. Et on ferme la boucle. J'ai travaillé des années sur l'instant. Donc naturellement, je l'ai travaillé dans mes lectures, je l'ai travaillé dans l'écriture, mais je l'ai travaillé aussi dans tous les outils que j'ai mis en œuvre pour me remettre debout. Si je devais citer que les principales, le training autogène, la méditation de pleine conscience, évidemment la concentration, l'auto-hypnose, voilà. Sur ces points-là, l'instant présent, le moment, c'est le point sur lequel on doit donner toute notre attention et toute notre énergie. On ne peut pas donner de l'énergie sur ce qui s'est passé en amont, et on ne va pas donner de l'énergie sur ce qui va se passer après. On donne de l'énergie sur l'instant présent. En travaillant cet instant présent, on travaille sur l'éternité, sur sa propre éternité. Et donc on construit sur quelque chose qui va se répéter à chaque instant. Chaque instant est l'éternité. Donc à chaque moment, à chaque instant qui passe, on est dans une posture d'éternité. Et donc quand on est dans une posture d'éternité, on est en mesure de pouvoir construire. Et aujourd'hui, est-ce que c'est ce que... Je sais qu'il y a une notion de confidentialité autour de ça, mais vous avez créé votre propre méthode, qui est la méthode Boop. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Est-ce que c'est justement ces notions d'instant présent que vous véhiculez quand vous l'enseignez ? Est-ce que vous pouvez nous en parler en 2-3 mots ? En fin de compte, j'ai pas inventé grand-chose. La méthode autogène de Schultz, elle existe depuis le début du siècle, en réalité, du XXe siècle. La méditation de pleine conscience, c'est pareil. La visualisation mentale, c'est pareil. J'ai absolument rien inventé. J'ai simplement
expérimenté et j'ai élaboré une recette. J'ai élaboré une recette parce que, toujours dans cet esprit de résilience, hein, c'est la méthode BOOP, c'est une méthode qui m'a accompagné dans ma résilience. C'est un livre qui va être écrit sur la résilience et non pas sur la méthode. Et dans ce livre sur la résilience, il y aura une partie qui est consacrée à la méthode. Mais j'ai associé ces méthodes. Je les ai d'abord, déconstruites et reconstruites pour qu'elles puissent s'assembler comme un Lego, d'une manière cohérente et chronologique. Cette méthode, c'est une façon de créer un environnement favorable à la résilience en assemblant d'une manière très fine, très pointue, des éléments qui sont disparates. Donc le cœur de cette méthode, c'est un assemblage savant, que je qualifie de savant parce qu'il a nécessité des années de réflexion. Alors effectivement, dans ce livre, on parle de la méditation, on parle de tout ça, mais je dirais, maintenant la méditation de pleine conscience, je dirais, tout le monde en parle. La visualisation mentale, c'est pareil. En revanche, la plus-value de notre approche, parce que je coécris cet ouvrage avec ma femme, la plus-value de cette approche, c'est de rendre un système cohérent. Et cette méthode, aujourd'hui, elle permet de gérer... d'intervenir dans quelle situation en fait? Elle permet par exemple de gérer des situations de stress, de rebondir. Vous intervenez en fait sur quel aspect concret? Je ne suis pas un thérapeute. Je me considère plutôt comme un tuteur de résilience. C'est-à-dire que j'accompagne, non pas comme thérapeute, mais j'accompagne la personne sur les chemins de la résilience. C'est pas un travail de thérapeute. C'est-à-dire que la personne, c'est la personne qui est aux commandes. Moi, je ne suis là que pour l'accompagner dans ses mouvements, lui donner le tempo, hein, puisqu'on revient encore à la musique, et la faire travailler sur l'instant. Ça, c'est mon job. On a eu d'exceptionnels résultats sur des deuils, sur des burn-out, sur des accidents de la vie, sur... Des pertes d'emploi dramatiques, sur des situations familiales extrêmement complexes. Cette méthode a fait ses preuves. Alors, nous, on travaille dessus, on l'utilise depuis des années maintenant, et on s'est enfin décidé à écrire sur cette méthode. Il sortira quand, d'ailleurs, le livre ? On est à fond dessus, là, actuellement. On est à fond dessus. Il est tentaculaire, ce livre. Donc, on a actuellement un gros travail de simplification, de recadrage. Voilà. Donc, fin 2021, ce serait le moment idéal pour le sortir. Je suis désolé, j'ai pas répondu à une de vos questions sur le triathlon. Le triathlon, donc j'étais sportif de haut niveau avant mon accident. Après mon accident, j'étais sportif, mais j'avais de moins bons résultats. Je faisais 2,26 au marathon avant l'accident et après l'accident, j'étais à plus de 4 heures. donc j'avais quand même perdu pas mal. Donc l'idée c'était on est en 94 sur le gros triathlon, le double DK Ironman, 76 km de natation, 3600 km de vélo et 844 km de course à pied. Avec ma femme, on avait réfléchi sur une plateforme d'expérimentation. On avait besoin d'expérimenter cette méthode sur le terrain. Et on s'était posé la question, on s'est dit sur une épreuve qui dure une journée, on ne sera pas en mesure d'expérimenter tout ce sur quoi on a travaillé. Parce qu'un Ironman, c'est, je sais plus, je crois que le record de l'Ironman actuellement, c'est-à-dire 3,8 de natation, 180 vélo et 42 à pied. Je crois qu'on est en 7h50 à peu près, 7h51 si mes souvenirs sont bons. Donc moi j'aurais fait cet Ironman en peut-être 12 heures, donc j'aurais mis beaucoup plus de temps que le vainqueur évidemment. Et en 12 heures, j'aurais été confronté certainement qu'à de la douleur liée à l'épreuve sportive. Et ce que je voulais, c'était être confronté au panel le plus large d'émotions négatives, la crainte, l'abattement, la déception, l'inquiétude, l'écœurement, l'angoisse, l'abandon. Je voulais être confronté à toutes ces émotions négatives et je voulais aussi être confronté de nouveau au stress, à la douleur, à la fatigue et même à des phases dépressives. Donc il fallait que l'épreuve soit longue.
et il fallait que l'épreuve dure longtemps. Et cette épreuve, elle a duré plus de 30 jours. Donc effectivement, elle a permis de travailler tous les jours sur cette méthode et de l'affiner. Ça a été une plateforme expérimentale extrêmement importante pour nous, puisque c'est là-dessus qu'on se base pour écrire cette méthode. Donc il a fallu aller au-delà de... C'est ce que je vous disais quand je vous parlais d'ultra-résilience tout à l'heure. C'est bien ça, c'est-à-dire que le double DK Ironman, je ne l'aurais certainement pas fait avant mon accident. Mais mon accident, ma résilience m'a permis d'aller bien au-delà, très au-delà de ce que j'aurais pu faire sans avoir été accidenté. Donc voilà, donc j'ai une dernière question qui est plus générale. Donc vous qui êtes passé par toutes ces situations extrêmes, qui avez dépassé un handicap qui est insurmontable pour la plupart, comment vous voyez notre société aujourd'hui par rapport à cette crise et quel regard vous portez sur notre résilience individuelle et collective par rapport à cette crise de Covid et de confinement auquel on est tous confrontés? L'homme est un être résilient. Donc j'ai confiance dans la résilience collective, individuelle et collective. Je pense que lorsqu'on sortira de cette crise, l'humain sera de nouveau placé au centre de l'échiquier. J'ai beaucoup d'espoir sur la résilience individuelle et collective, et je me pose beaucoup plus de questions sur la résilience de l'État, de ceux qui nous gouvernent, en tout cas des politiques qui vont être mises en œuvre. Ce que je crains, c'est qu'il y ait un gouffre entre la capacité de résilience de l'individu et du collectif et la résilience économique qui va être très orientée, qui va devenir la priorité. Et je me pose la question de savoir si c'est compatible. Je suis plutôt positif dans cette approche de l'après-crise, parce que j'ai vu, comme vous avez dû le voir évidemment, énormément d'exploits individuels et collectifs. Il y a une vague humaine qui s'est mise en œuvre et on pourrait citer des centaines d'exemples de résilience, des centaines. Ça me rassure fortement. Ce qui me pose plus de questions, c'est l'orientation politique et économique de ces prochains mois, de ces prochaines années. Et là où vous allez jouer un rôle, sûrement un grand rôle justement avec votre méthode et vos accompagnements. On va finir par des petites questions rapides. Votre plus grande peur, si vous en avez... Vous m'auriez posé la question il y a quelques années, il y a de longues années, je vous aurais dit que la mort, mais la mort ne me fait plus peur maintenant. J'ai réglé ce problème-là. Ma plus grande peur, c'est peut-être lié à la mort, hein, c'est de disparaître sans avoir fait ce que j'aurais dû faire pour ceux que j'aime. D'accord. Votre routine pour être en bonne forme physique et mentale? Alors, ma routine, c'est la routine que j'ai depuis des années et des années. Je me lève très tôt. Avec ma femme, on se lève très tôt le matin. On se lève à 5h30, 6h. Et on fait 1 heure de sport au minimum le matin, ensemble ou séparément. Donc il y a ce sport extrêmement important, la routine du sport du matin et du soir, parce que je fais deux entraînements par jour. Et après, moi je suis très 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 attaché à la famille et très attaché à ces moments de rendez-vous familiaux comme le petit déjeuner, le déjeuner en famille, hein, à partir du moment où les enfants sont à la maison. Et ça, c'est mes routines qui me consolident en réalité. En journée, je lis beaucoup, hein, je lis énormément, je lis à peu près 2-3 livres par semaine environ. J'écris beaucoup et je fais de la musique et du sport, et parfois je pars en mission, mais ça c'est un autre volet de mon activité. Votre citation préférée? Ah, la citation préférée. C'est une très bonne question. Alors, c'est une citation de Kierkegaard. Et comme j'ai quand même pas mal travaillé sur lui, je peux vous la livrer. Il faut que je m'en souvienne bien aussi. Moi, je vais me faire tirer les oreilles. Celui qui prend un risque perd pied un instant, et celui qui ne prend pas de risque perd sa vie. Votre plus grand rêve qu'il vous reste à accomplir? Alors, là, vous me séchez un peu. En fin de compte, je pense que mon rêve, c'est de continuer à être heureux. Les questions que l'on vous pose le plus dans vos conférences, dans vos coachings?
On me traite de miraculé, on me traite de surhomme, mais c'est pas du tout le cas. Donc on me pose des questions là-dessus en me disant mais comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. C'est des questions qui viennent systématiquement. D'ailleurs, toutes les questions qui me sont posées lors des conférences ou des séminaires, c'est ce qui nous a incité à écrire le bouquin. Oui. Parce qu'à un moment on avait toujours les mêmes questions et là il faut qu'on y réponde, mais les questions c'est toujours lié comment vous avez fait, c'est magnifique, c'est merveilleux, non, il y a rien de magnifique, il y a rien de merveilleux, c'est du travail. Moi je ne combats pas le développement personnel, attention, hein, mais je me méfie quand même des gourous du développement personnel qui vont vous vendre des solutions miracles en 15 minutes ou en 20 jours ou en 35 jours quoi. Non, ça marche pas comme ça, Quand on parlait de la visualisation mentale tout à l'heure, c'est 2 mois de travail à 3 heures par jour. C'est 2 mois de travail, 3 heures par jour. Celui qui va vous dire que la visualisation mentale, vous avez les premiers résultats au bout d'une semaine, c'est un imposteur. C'est pas possible. Donc c'est toujours les mêmes questions, et on fait toujours les mêmes réponses. Il faut s'accrocher, il faut se battre. Et comme disait mon père, il ne faut pas subir. Il ne faut jamais lâcher prise. Et enfin, une dernière question qui est ma question rituelle. Quelle est votre définition du risque et les risques nécessaires selon vous pour vivre pleinement ? Ah, j'avais oublié celle-là, oui. Effectivement. Alors, pour moi, le risque, il a sous-tendu toutes mes expérimentations personnelles, sportives ou professionnelles. Sans prendre de risque, je pense que j'aurais été contraint à effacer le courage, l'audace de mon mode de fonctionnement. J'ai toujours considéré le risque comme quelque chose de positif, comme une épreuve de vérité, une épreuve de sens. Et je pense que si je n'avais pas pris de risque dans ma vie, je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Et le risque, pour moi, c'est vraiment une occasion inespérée de vivre différemment, de s'engager en conscience, en dehors des sentiers battus. Et là, je reviens sur la citation de Kierkegaard, hein, celui qui prend un risque perd pied un instant, et celui qui n'en prend pas, il perd sa vie. Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.